Bonjour à ce nouveau podcast de Polyfinance portant aujourd'hui sur les finances personnelles dans un environnement économique incertain. On est joint aujourd'hui de notre invité Brian de Service d'investissement Ferric. Si tu peux te présenter, Brian, puis quelle est la mission de Ferric? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Bogdan. Merci, Bastien. Je suis très content d'être invité aujourd'hui pour ce podcast. Donc, pour commencer, quelle est la mission de Ferric? Donc, la mission chez Ferric, c'est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie du Québec. Donc, qu'est-ce que c'est l'autonomie financière? J'aimerais prendre le temps d'élaborer parce que c'est un sujet très populaire qu'on entend parler de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est d'avoir la capacité financière de réduire notre charge de travail, mais tout en maintenant notre même rythme de vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui, à 50 ans, veut prendre sa pré-retraite, souvent ce qu'on va voir, il se dit, OK, j'aimerais ça travailler 3 ou 4 jours semaine au lieu de 5 jours semaine, mais tout en maintenant mon même rythme de vie. Donc, je ne réduis pas mes dépenses. Donc, si je voyage une fois par année, je continue de le faire. Si je vais au resto une fois par semaine, je continue de le faire. C'est ça notre mission. Et tous les étudiants en génie, les diplômés, leurs familles et leurs entreprises peuvent investir dans les fonds féeriques et bénéficier de notre accompagnement. On a vu que Ferric a une situation un peu particulière. Est-ce que vous êtes un organisme à but non lucratif? Lorsque l'on parle de féerique, il est question de deux organismes à but non lucratif. Gestion féerique et service d'investissement féerique. Gestion féerique représente le manufacturier des fonds féeriques. Il voit au développement et à la gestion de l'offre de fonds communs de placement qui est actuellement composé de 13 fonds et de 5 portefeuilles clés en main. Un autre élément qui distingue les fonds développés par gestion féerique est le fait qu'ils adoptent une approche d'investissement responsable. Pour sa part, Service d'investissement féerique est un cabinet de planification financière et un courtier en épargne collective. Elle est également le distributeur principal des fonds et portefeuilles féeriques. Concrètement, ce que ça veut dire, en plus d'avoir accès aux fonds féeriques, les étudiants et professionnels en génie bénéficient d'un accompagnement et de services conseils en matière de choix de fonds féeriques et de finances personnelles. Et quel est ton rôle au sein de Ferric? Oui, bonne question. En fait, c'est pertinent de savoir. En fait, mon rôle, en fait, je suis planificateur financier, mais surtout conseiller principal au développement des affaires chez Service d'investissement Féerique. Donc, dans mon rôle, oui, je vais donner du conseil, je vais élaborer avec les gens de manière individuelle, mais je vais surtout être très présent dans les campus universitaires, donc pour mettre de l'avant l'éducation financière, qui sont des valeurs qui me tiennent autant à cœur personnellement que professionnellement, donc de t'assurer d'être là. Et aussi, j'assiste beaucoup notre clientèle corporative, donc pour les ingénieurs qui se portent en affaires, qui veulent offrir un régime collectif à leurs employés. C'est moi qui fais l'accompagnement là, pour eux et leurs employés, encore une fois au niveau du conseil, mais aussi de l'éducation financière. Donc, commençons le sujet du podcast. Dans le sujet du budget, comment est-ce qu'on peut prévoir l'investissement dans ce budget quand l'environnement économique est incertain comme on peut le voir aujourd'hui? Bonne question. Avant de répondre à une question, je veux juste prendre le temps de mentionner évidemment que tous les renseignements fournis aujourd'hui vont être à titre informatif. Donc, évidemment, ne pas les prendre comme des conseils, que si jamais vous voulez avoir plus de détails, de prendre rendez-vous avec un professionnel concerné là, pour avoir plus de détails. Donc, oui, comment prévoir l'investissement de son budget dans un environnement économique incertain? Premièrement, tu sais, je mentionne l'importance de faire un budget. On s'entend, ça nous aide vraiment en tant que conseiller, en tant que planificateur financier, à évaluer le pouls, en fait, de la santé financière d'un individu. Donc, de savoir justement où est-ce qu'on se situe en ce moment à ce niveau-là. Donc, de faire le budget premièrement et de voir justement là, qu'est-ce qui en revient. Est-ce qu'on a un surplus? Est-ce qu'on a un déficit? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? Parce que c'est surtout important d'évaluer nos priorités suite à tout ça, basé sur nos objectifs financiers, de savoir justement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce surplus-là ou ce déficit-là. Quelqu'un qui me dit, OK, j'ai 100 dollars de surplus à la fin de chaque mois ou j'ai 1000 dollars de surplus ou au contraire, j'ai un déficit de 500 dollars. Évidemment, ça va être des objectifs, des conversations très différentes. Donc, ce sont tous des choses là, qu'il faut garder en tête qui sont très importants par rapport là, au budget. Donc, encore une fois, l'importance de l'avoir puis le rôle que ça peut amener en fait dans l'évaluation d'une santé financière et de donner du conseil par la suite. Maintenant que vous avez fait ce budget et que vous constatez que vous pouvez dégager des surplus pour investir, que faire? Une bonne approche est de se payer en premier, c'est-à-dire de faire de votre épargne un poste budgétaire prioritaire et de systématiser cette épargne, par exemple, à chaque paye, comme vous le faites pour votre loyer ou votre cellulaire à chaque mois. Est-ce que Ferric aide et accompagne ses clients à établir un budget? Oui, définitivement. En fait, ça fait partie du service que Ferric offre de manière individuelle avec les gens. Donc, souvent,
Je donne un exemple de moi spécifiquement comment que je fonctionne, mais ça peut être légèrement différent pour tout le monde, mais souvent, on va demander aux gens de faire leur budget, de surestimer justement toutes leurs dépenses, de s'assurer qu'il y en ait plus que pas assez. Tu sais, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est vis ta vie entre guillemets, puis par la suite, on va évaluer est-ce que tu peux te permettre de faire ça ou non, basé justement sur tes dépenses, sur tes revenus, est-ce qu'on on peut se permettre de vivre comme ça ou pas. Mon but, c'est pas de dire aux gens de ne pas vivre d'une certaine manière, mais surtout de m'assurer que est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ça, puis après ça, de dire, OK, mais là, si on est dans un déficit, par exemple, est-ce qu'on veut augmenter les revenus ou diminuer les dépenses? Parce que c'est les deux seules manières, en fait, là, qu'on peut évidemment changer un budget. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on fait là, avec l'évaluation du budget pour voir là, où est-ce qu'on veut s'enligner avec tout ça. Super, merci. Puis en enchaînant sur ça, c'est autre que le budget, c'est quoi les autres bonnes pratiques qui contribuent à la santé financière en général? C'est certain que je l'ai mentionné très rapidement tantôt, mais tantôt j'ai parlé tu sais, de fonds d'urgence, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant parce que là, on parle d'objectifs, tu sais, d'achat de propriété, de retraite, on pense à long terme. Par contre, si on met en place des objectifs à long terme et que demain on a une urgence et qu'on a besoin d'aller piger dans ces comptes-là, donc piger dans les économies qu'on a mis pour le long terme, ben, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Premièrement, euh, on va atteindre notre objectif plus tard, parce qu'on va aller piger là, dans les économies qu'on avait mis pour ça. Mais surtout, si c'était pour la retraite, par exemple, qu'on a dit, OK, c'est pour dans 20 ans, et que là, il y a eu une baisse dans le marché demain et qu'on a voulu retirer à ce moment-là, ben, on va retirer à un moment qui n'est pas opportun par rapport à la prévision que nous avions qui était associée à notre profil d'investisseur, là, qui était à moyen long terme. Donc, de faire un fonds d'urgence, en fait, c'est quelque chose qui est très important et que je prends le temps de répéter avec beaucoup de gens. On l'a déjà un peu abordé, mais est-ce qu'il est préférable de faire des versements périodiques qui ne sont pas dépendants des conditions économiques, ou alors est-ce que c'est préférable d'attendre une bonne opportunité de marché pour pouvoir faire plus de rendement? Excellente question. Donc, en effet, on a déjà parlé, j'en ai déjà parlé, que oui, idéalement, on va vouloir faire des prélèvements périodiques. Et la raison, c'est vraiment d'entrer dans le marché autant dans les hauts que dans les bas. Parce que si on investit, exemple, une fois par année ou une fois par mois, et qu'à chaque fois, ça la donne qu'on est dans le haut du marché, à chaque fois qu'on cotise à ce moment-ci, évidemment, on va être pénalisé par rapport au rendement potentiel parce qu'on va avoir payé plus cher pour nos placements. Là, c'est sûr qu'il y en a un qui va peut-être nous dire, ah, ben, on va essayer de trouver justement le moment parfait d'investir au moment de la baisse, mais personne ne sait, justement. Personne n'a boule de cristal. Donc, pour justement venir aller chercher une meilleure moyenne d'entrer dans le marché, on va entrer autant dans les hauts que dans les bas. En rajoutant sur ça, pour connaître l'investissement nécessaire, il faut se fixer des objectifs. Mais comment peut-on s'assurer qu'ils sont réalistes compte tenu de sa situation financière personnelle? Bonne question. Encore une fois, je me répète un petit peu, mais je reviens sur l'analyse budgétaire. Donc, c'est certain que ça, c'est toujours la première étape, là, de bien définir ses objectifs, surtout de manière temporelle, mais aussi en ordre de priorité. Tout tantôt, j'ai parlé de plein d'exemples, tu sais, payer des dettes, acheter une propriété, la retraite. On s'entend que souvent la retraite, ça va venir un peu plus après. Encore une fois, c'est subjectif, ça dépend de la situation. Mais c'est de bien comprendre nos objectifs et comment qu'on veut attaquer le plan de match si on veut. Parce qu'encore une fois, si on a un surplus budgétaire de 200 ça va être difficile pour moi de payer des dettes, acheter une propriété et d'épargner pour la retraite versus si j'ai un budget qui me le permet un peu mieux. Mais surtout, ça va être d'être accompagné par un conseiller, un planificateur financier pour vous aider justement à déterminer ces cibles-là, faire des projections par rapport à différentes hypothèses et à vos objectifs. Et chez Service d'investissement Fédéric, en fait, nous mettons de l'avant un modèle qui se distingue par rapport à notre flexibilité d'avoir accès à du conseil. Donc, ça peut être fait autant par téléphone en appelant au service conseil, ça peut être fait par rendez-vous en vidéoconférence, ça peut être fait en personne avec un de nos conseillers. Donc, c'est un modèle là, qui est assez efficace. Mais tu sais, je reviens un petit peu sur le profil de l'investisseur là, que j'ai mentionné tantôt. Ça, c'est très, très important aussi parce que ça va être déterminé par plusieurs aspects. Puis je les mentionne rapidement, mais ça va être probablement la tolérance au risque. Donc, est-ce qu'on dort la nuit si on voit une baisse de 5%, 10%, 20%? Ça va être important de le savoir. Puis d'éduquer les gens aussi sur c'est quoi le risque. Parce que quelqu'un qui me dit je veux absolument prendre aucun risque, mais qui ont 30 ans devant eux avant d'avoir accès à l'argent, je ne vais pas leur dire d'absolument prendre un certain risque, mais je vais les éduquer sur l'importance ou pas nécessairement l'importance, mais l'impact que des fois prendre un peu plus de risques peut avoir sur leur rendement à long terme, surtout s'ils ne planifient pas de toucher à cet argent-là. Mais ça va être d'autres aspects justement comme l'âge, quelqu'un qui a 20 ans versus 60 ans. On ne va pas avoir la même discussion. Le temps avant qu'on ait besoin de cet argent-là. Donc, est-ce que c'est pour une maison dans 3 ans ou dans 10 ans? Encore une fois, même objectif, mais deux horizons de temps différents. D'autres aspects comme la situation familiale. Donc, est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des gens qui dépendent de nous financièrement, des enfants ou autres? Super. Donc, passons maintenant au volet investissement. Donc, avant toute chose, pour assurer la bonne compréhension des auditeurs, Mhm. est-ce que vous pourriez rappeler les principales options d'investissement qui sont disponibles pour les particuliers? D'abord, il y a ce qu'on appelle les comptes à intérêt élevé, qui sont en fait de simples comptes bancaires.
Certains considèrent qu'il s'agit d'un produit de placement, d'autres non. Quoi qu'il en soit, il est possible d'y déposer de l'argent et de générer un certain rendement. Ensuite, il y a des titres à revenu fixe. Règle générale, ce sont des véhicules de dette, comme les titres de marché monétaire et les obligations, émises par des entités. Vous recevez des intérêts de la dette et celle-ci vous est remboursée à échéance. Le montant d'intérêt reçu est généralement déterminé par la durée du titre et son niveau de risque. Dans les titres à revenu fixe, on retrouve également les CPG, les certificats de placement garantis, ou, règle générale, vous gelez votre argent pour une certaine période de temps en échange d'un versement d'intérêt garanti. Vous avez également un produit bien connu, les actions. Ce sont des portions d'une propriété d'entreprise. Si l'entreprise prend ou perd de la valeur, votre action prend ou perd de la valeur également. Les entreprises peuvent aussi verser une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires et les actions sont souvent plus volatiles et plus risquées que les titres à revenus fixes. Cependant, elles peuvent apporter un rendement intéressant à long terme. Enfin, il y a deux options de placement que j'aimerais prendre le temps d'expliquer. Les fonds communs de placement, comme les fonds ferriques, et les FNB, soit les fonds négociés en bourse. Ce sont tous les deux des paniers d'actifs diversifiés qui comprend essentiellement des titres à revenus fixes et des actions. Et leurs principaux avantages sont d'offrir une certaine diversification qui vous permet d'investir dans plusieurs entreprises à la fois, tout en évitant de gérer vous-même les transactions. Les fonds communs et les FNB se distinguent ensuite sur différents aspects, mais l'un que nous apparaît fondamental, c'est la présence ou non du conseil. Les fonds négociés en bourse sont généralement vendus en bourse et non par des courtiers. Les fonds communs sont distribués par des courtiers qui offrent un service conseil comme service d'investissement Féric, le volet que je représente. Les fonds négociés en bourse, comme le nom l'indique, sont vendus sur les marchés généralement sans l'intermédiaire d'un courtier pouvant vous accompagner dans vos décisions. Merci pour ce breakdown. Puis, on avait mentionné la diversification. Est-ce que ce serait possible d'expliquer pourquoi elle est cruciale, surtout maintenant quand dans un environnement où les taux d'intérêt et l'inflation sont élevés? Puis, c'est quoi les stratégies qu'on peut adopter pour y parvenir? Excellente question. Donc, peu importe la situation économique, la diversification est toujours importante. C'est une partie très, très importante de nos placements parce qu'on ne veut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Parce que si j'ai un panier, je l'échappe, j'en ai plus. Si j'ai 10 paniers au moins, j'en échappe un, il m'en reste 9. Donc, c'est un petit peu ça le concept derrière tout ça. Donc, il y a plusieurs manières, comme j'ai dit, par les différents actifs, donc les actions, les obligations qu'on peut venir diversifier. Par la suite, pour mieux gérer le risque et profiter d'opportunités différentes, on peut aussi avoir une diversification qui s'applique par rapport aux différents secteurs géographiques. Donc, on va avoir au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Europe, les marchés émergents, etc. Mais on va aussi l'avoir dans les différents secteurs économiques. Donc, on peut voir les banques, la science, technologie, soins de santé, manufacturier, etc. Là, je vous épargne tous les secteurs industrie. Mais en plus de ça, il va y avoir aussi différents styles de diversification qu'on peut apporter par exemple, les styles de gestion. Donc, est-ce qu'on investit plutôt dans des titres de valeur ou des titres de croissance? Donc, évidemment, un titre croissance qui va être une action qui va réinvestir ses profits au sein de l'entreprise pour faire croître l'entreprise du mieux qu'il peut, versus un titre valeur qui est une compagnie qui va distribuer des dividendes pour remercier ses investisseurs. Donc, ça fait partie d'un style de diversification qui peut être ajouté. Comme vous le voyez, une saine diversification nécessite une excellente connaissance des différents types d'actifs, des dynamiques de marchés régionaux ou sectoriels d'approche d'investissement. Une façon d'implémenter cette diversification à laquelle nous croyons beaucoup chez Gestion Férique est d'avoir une approche multigestionnaire, c'est-à-dire d'avoir des fonds communs gérés par plusieurs gestionnaires de portefeuille afin de bénéficier d'une diversité d'expertise. C'est une approche à laquelle on croit beaucoup. Et si vous investissez dans les portefeuilles Férique, qui sont des fonds de fonds, vous investissez non seulement dans une diversité de fonds, mais vous bénéficiez d'une grande variété d'expertise en matière de gestion de portefeuille. Donc, c'est possible en un seul investissement d'investir dans plusieurs fonds. Oui, si vous investissez dans les portefeuilles Fériques, ces portefeuilles, qui sont des fonds de fonds, regroupent différents fonds Fériques. Par exemple, en investissant 100 dans le portefeuille équilibré, vous investissez un certain pourcentage dans le fonds d'obligations canadiennes, le fonds d'action canadienne, le fonds d'action asiatique et plusieurs autres. Donc, si on fait une analogie, on pourrait dire qu'un portefeuille Férix, c'est comme un panier constitué de d'autres plus petits paniers.
plus spécifique. Exactement, ça ressemble Ouais. à ça en gros. Là, nous, on vient engager des firmes pour gérer des petits paniers, puis par la suite, on crée des grands paniers avec ces plus petits paniers. Comment les investisseurs peuvent-ils soutenir des initiatives qui leur tiennent à cœur grâce à leurs investissements, par exemple qu'elles soient sociales ou environnementales? Et est-ce que c'est possible chez Feric? Comme investisseur, vous pouvez vous informer sur les produits dans lesquels vous investissez, soit en posant des questions à votre conseiller ou en lisant la documentation. Pour les fonds communs, il est possible de connaître les objectifs et stratégies du fonds et les actifs dans lesquels il est investi. Chez Gestion Férique, il y a longtemps que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la gestion des fonds. En fait, nous avons été parmi les premières institutions financières en 2006 à intégrer ces éléments dans nos processus de décision. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans une politique d'investissement responsable qui s'applique à tous les fonds et portefeuilles Férique. D'abord, c'est quoi l'investissement responsable? C'est une approche d'investissement qui, en plus des critères financiers, prend systématiquement en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc les facteurs ESG. Elle utilise également l'influence de l'actionnaire pour faire la promotion des meilleures pratiques ESG. Chez Gestion Férique, notre politique se décline en 5 volets. Le premier, l'exercice des droits de vote par procuration. Comme actionnaire, il est possible d'influencer positivement les entreprises dans lesquelles nous sommes investis en prenant part au vote lors des assemblées d'actionnaires. Le deuxième volet, l'engagement actionnarial. Il s'agit ici aussi d'utiliser son pouvoir d'actionnaire en entretenant des dialogues constructifs avec le conseil d'administration des entreprises afin de l'amener à prendre en considération les enjeux ESG dans la gestion de l'entreprise. Le troisième volet est l'intégration des critères ESG dans le processus d'analyse et de décision. Donc, en plus des analyses traditionnelles, nous nous assurons que nos gestionnaires qui prennent les décisions d'investissement prennent systématiquement en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour le quatrième, c'est par rapport à l'alignement avec l'accord de Paris afin que la famille des fonds Férique soit carboneutre d'ici 2050. En d'autres mots, nous visons à ce que les entités des titres détenus dans nos fonds aient un niveau d'émission de GES qui est soutenable pour notre planète. Maintenant, pour le cinquième et dernier volet, l'offre de fonds thématiques reliés au développement durable. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible d'investir dans des fonds thématiques ayant pour objectif de soutenir le développement durable. Chez Gestion Férique, nous en offrons deux. Le Fonds d'obligation mondiale de développement durable et le Fonds d'action mondiale de développement durable. Les titres détenus dans le fonds d'obligation permettent de financer des projets de transition énergétique et de logement social, par exemple, tandis que les titres dans le fonds d'action sont ceux d'entreprises dont les produits et services sont alignés aux principes de développement durable. Pour terminer sur l'investissement responsable, pour Gestion Férique, l'investissement responsable n'est pas seulement une question de valeur, mais un élément important dans la gestion du risque à moyen et long terme. Nous croyons que cette approche permet aux entreprises de mieux gérer leurs risques extra-financiers, ce qui peut avoir une incidence positive à long terme sur les rendements des investisseurs. Parfait, on peut passer au prochain volet qui est la gestion des gains et des pertes. Donc, mettons qu'on a bien investi et qu'on réalise des gains importants. Quelles sont les stratégies qui sont recommandées pour gérer les fruits de l'investissement? Est-ce qu'il faut réinvestir, épargner ou diversifier davantage? Excellente question. Encore une fois, ça revient un petit peu à les opportunités de rentrer ou de sortir dans le marché au bon moment et tout ça. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à son profil d'investisseur, de se rappeler de nos objectifs. C'est pas parce que le marché a monté ou baissé de 20% aujourd'hui qu'on doit absolument agir. Ça va dépendre de notre situation. Si on a besoin d'argent dans 20 ans, encore une fois, même si ça baisse demain, on n'a pas de besoin, on le laisse là. Ça va remonter, c'est juste une question de temps. Et là, maintenant, si on a un gain important dans une partie de nos actifs, mais c'est là que le travail des gestionnaires de portefeuille rentre dans l'équation. Parce que tantôt j'ai parlé de rééquilibrage, mais eux, c'est ça leur travail, c'est de rééquilibrer le portefeuille en cas de hausse ou de baisse importante à l'intérieur du portefeuille. Puis je vous donne un petit exemple, peut-être vous aider à comprendre. Si on a un portefeuille équilibré chez Ferric qui est 60% en actions et 40% en obligations, et que demain, on voit une hausse des actions et une baisse des obligations. Et là, au lieu d'être un 60-40, ça devient peut-être un 75-25 par rapport aux prorations d'actions et d'obligations. Évidemment, quelqu'un qui investi en portefeuille équilibré a une cible d'avoir toujours un 60-40 à peu près à l'intérieur de son portefeuille, dont nos gestionnaires, à chaque mois, vont regarder, OK, où est-ce qu'on est rendu et vont agir en conséquence. Donc, on va s'assurer justement pour venir rééquilibrer tout ça. Donc, techniquement, si les actions ont monté, bien, on va vendre à gain. Donc, on va venir vendre pour redistribuer et réinvestir au sein du placement et venir en ajouter davantage dans les obligations et vice-versa. Évidemment, je donne un scénario hypothétique, mais c'est un petit peu ça le principe.
Donc, si je comprends, c'est vous vous chargez d'un, en guillemets, buy the dip pour aller quand les conditions économiques favorisent soit les actions, soit les obligations. Non, ce n'est pas une stratégie adoptée dans nos fonds. Pour le bénéfice des auditeurs, buy the dip ou acheter la baisse en français est une stratégie qui consiste à attendre une chute des marchés pour acheter un actif dans l'espoir que celui-ci retrouve sa valeur initiale quand le marché sera rétabli. Nos gestionnaires ont une approche beaucoup plus approfondie et étudiée lors de la sélection des titres. Il est surtout question de veiller à ce que le fonds respecte la composition, la stratégie et le niveau de risque qui lui ont été mandatés. Les investisseurs choisissent les fonds en fonction de ces critères. Par exemple, si un fonds équilibré se retrouve surpondéré en actions, son niveau de risque peut augmenter et ne plus répondre au profil de risque de ses investisseurs, chose qui doit être évitée. Pour faire le lien avec la thématique de ce Mhm. podcast, depuis les dernières années, les Canadiens ils connaissent une inflation très importante. Donc, comment cette inflation, pardon, elle peut éroder les profits et réduire les retours des portefeuilles? L'un des impacts négatifs de l'inflation, c'est la perte de la valeur de notre argent. Comme vous le dites, cette valeur s'érode. Par exemple, si j'ai 1000 dollars et que l'inflation est à 5 mon 1000 dollars perdra environ 50 dollars de sa valeur d'ici un an. Vous l'aurez compris, en matière d'investissement et dans une perspective d'enrichissement à long terme, on va souhaiter que nos rendements soient plus élevés que l'inflation. Est-ce que ça veut dire prendre plus de risques quand l'inflation augmente? Pas forcément. Il faut garder une vision à long terme et rester fidèle à son profil d'investisseur malgré les soubresauts à court terme. Et ce qu'il faut savoir quand vous recevez du conseil, la question de l'inflation est prise en compte dans l'analyse. Nous utilisons des hypothèses de rendement et d'inflation à long terme quand vient le temps d'établir une stratégie d'investissement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. J'ajouterais aussi que la période d'inflation qu'on a connue démontre encore une fois l'importance d'une saine diversification. Par exemple, pour contrer l'inflation, la Banque centrale a augmenté son taux directeur. Résultat, les titres à revenus fixes nouvellement émis sur le marché offrent des versements d'intérêt plus élevés. Les investisseurs diversifiés investissant dans cette classe d'actifs bénéficient de cette opportunité de marché. Et les hypothèses de rendement dont je vous parlais prennent en considération ces mouvements de marché potentiels à long terme. Dans des temps de crise, les citoyens peuvent avoir besoin de leur argent rapidement. Est-ce que l'argent est bloqué dans les fonds ferriques? C'est l'un des grands avantages d'investir dans des fonds comme un placement. Règle générale, il est possible de décaisser à notre guise. Mais attention au type de compte où se trouve votre fonds. Un retrait d'un REER ou d'un CELIAP a une incidence fiscale. D'un autre côté, comment est-ce qu'on peut prévenir les comportements impulsifs lorsqu'on a des gains importants à réaliser? Par exemple, quand on a des gains importants, il y a certaines personnes qui vont chercher à juste retirer leur argent pour aller le dépenser parce que ben, ça leur tente. Donc, quoi les garde-fous que vous avez? Oui, bonne question. En fait, ça revient un petit peu sur ce qu'on a déjà mentionné rapidement, mais encore une fois, je le répète, mais c'est correct, là, ça vaut la peine de respecter son profil d'investisseur et de comprendre vraiment sa tolérance au risque et ses objectifs. Donc, c'est toujours du cas par cas. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique en finance. Sinon, honnêtement, mon travail serait trop facile, là, même peut-être pas nécessaire. Donc, c'est vraiment l'analyse qu'on est capable de voir avec les gens, de regarder leur situation concrète. C'est sûr que si quelqu'un qui est jeune, qui veut investir à long terme, il peut se permettre peut-être de prendre un peu plus de risques. Par contre, s'il perd justement 20 en quelques semaines, ça vous empêche de dormir la nuit, évidemment, c'est peut-être pas une option là, idéale par rapport à votre tolérance au risque et tout ça. Par contre, pour le garde-fou, ça va être certain que ça va être l'accompagnement, justement. Donc, ce qu'un planificateur financier ou un conseiller financier peut amener. Donc, d'amener justement du conseil objectif qui évite justement de prendre des décisions émotives et de réagir de manière irrationnelle justement par rapport au marché, de voir, ah, il y a une baisse, qu'est-ce que je fais? On oublie ça. On se rappelle justement nos objectifs. Pourquoi qu'on a mis de l'argent initialement? C'est quoi nos objectifs qu'on avait discuté le jour 1 avec notre conseiller ou notre planificateur financier? Évidemment, à moins que ça ait changé. Là, si ça change, c'est correct que ça change aussi. Mais si votre situation n'a pas changé, c'est le marché alentour de vous qui a changé. Souvent, le changement n'est pas nécessairement nécessaire. Opter pour un fonds commun de placement est aussi un moyen de limiter les comportements impulsifs. La gestion des actifs est entre les mains de professionnels qui garderont le cap sur le mandat du fonds et procéderont aux ajustements lorsque nécessaire. Et selon votre expérience, est-ce qu'une hausse du coût de la vie, elle est corrélée avec des comportements plus risqués pour au final avoir des meilleurs rendements et vivre correctement? Bonne question, parce que c'est vrai que maintenant, on se dit, ah, c'est difficile, j'ai pas le choix peut-être de prendre un peu de risque dû à ce fait, mais pas forcément. Ça revient vraiment là à s'assurer de
d'avoir une belle planification rationnelle qui est en place par rapport justement à nos objectifs. En ayant un fonds d'urgence, encore une fois, je reviens sur l'analyse budgétaire, c'est de savoir, OK, c'est ça mon surplus, c'est à cette vitesse-là que je peux me permettre d'épargner, puis de définir mes objectifs réalistes, de dire, OK, si je mets X montant par paye, je vais pouvoir acheter une propriété dans 4 ans, par exemple. Donc, c'est de le mettre en place avec ça, parce que si on a besoin d'argent à court terme, par exemple, ça serait pas approprié de prendre plus de risques parce qu'au contraire, on pourrait encore plus se tirer dans le pied dans un certain sens parce que là, si en plus d'avoir pris du risque, on a épargné un petit peu moins, puis là, on a une baisse dans la valeur de nos actifs, on n'est pas plus avancé parce qu'on a pris un peu plus de risques. Donc, c'est un des aspects importants de surtout, encore une fois, prendre des risques appropriés par rapport à votre profil d'investisseur. Mais le plus tôt qu'on en jase, le mieux. Puis ça, je le mentionne parce que surtout avec les jeunes, ça m'arrive souvent que tu sais, les gens vont dire, ah, c'est super intéressant, j'aime tout ce que vous dites, tu sais, j'aimerais ça prendre rendez-vous, mais dans 2 ans, quand j'ai gradué, par exemple. Ce qui est correct, c'est mieux que jamais, mais des fois, juste d'en parler, c'est de juste prendre le temps de parler avec un planificateur financier pour définir c'est quoi nos objectifs, puis de comprendre certaines notions de base, comme justement, c'est quoi les placements, c'est quoi du crédit, comment ça fonctionne, puis de mieux comprendre, genre, dans l'économie auquel on vit, sans nécessairement aller de l'avant et ouvrir un compte absolument dès le jour 1. Le but, c'est juste qu'on en parle, puis au pire, on va en avoir parlé. Et là, le moment, suite à la graduation, ça va être peut-être genre, pour mettre en place le plan de match et on va en avoir déjà discuté d'avance. Comme ça, les gens vont être mieux préparés justement à dire, OK, là, on se lance sur le marché du travail, on travaille à temps plein, on a des bons salaires, mais au lieu de pendant 6 mois de peut-être dépenser à gauche et à droite, on va déjà commencer à avoir des bonnes habitudes. On va peut-être même déjà savoir approprier des bonnes habitudes avant même d'avoir eu un revenu important. Donc, lorsqu'on va avoir le revenu important et des bonnes habitudes, évidemment, ça va être beaucoup plus facile pour nous là, d'être capable d'atteindre nos objectifs financiers. Chez Gestion Férique, est-ce que c'est un peu le client qui a le dernier mot pour gérer ses investissements? Donc, par exemple, il veut un fonds, mais vous recommandez un autre. Mhm. C'est une bonne question. En fait, c'est certain que nous, on va toujours donner des recommandations, puis on va en lier les gens vers qu'est-ce que nous, on croit qui peut être mieux basé sur leur profil investisseur, là, qui est évidemment beaucoup d'éléments. Par contre, c'est certain que quelqu'un qui voudrait investir dans un certain fonds, un certain portefeuille qui y tient, nous, on est là pour exemple, prévenir, pour dire aux gens, Mhm. les astérix, si jamais c'est pas qu'on conseille, on va écrire des notes et tout pour se protéger aussi. Mais c'est certain que oui, ça pourrait être fait techniquement. Et pour avoir accès justement à nos services, il y a plusieurs manières qu'on peut le faire. Quelqu'un qui est à l'aise justement de gérer ses propres finances ou en bonne partie du moins, pourrait s'ouvrir un compte de manière autonome en ligne, puis vraiment faire de tout de A à Z de manière autonome. Il y a quand même un conseiller qui va revoir la demande avant d'approuver le tout, mais c'est quelque chose qui est faisable. Par contre, si vous voulez être accompagné, évidemment, vous pouvez appeler au service conseil, qui est une ligne téléphonique dédiée uniquement à des conseillers du lundi au vendredi que vous avez accès. Là, on répond assez rapidement. On est très fiers d'être capable de le mentionner. Et aussi, en fait, par vidéoconférence ou même en personne. Donc, il y a vraiment là, la flexibilité par rapport à comment obtenir du conseil ou avoir accès à nos fonds dans le cas que quelqu'un aimerait le faire de manière plus indépendante. Petite question à part, en faisant des recherches, j'ai vu que vous avez des taux, enfin plutôt des frais très avantageux comparé avec compétiteurs. Comment est-ce que vous faites? En effet, quand on compare à des fonds comparables, les ratios de frais de gestion des fonds et portefeuilles féeriques sont parmi les plus bas de l'industrie au Canada. De plus, vous ne paierez pas de frais additionnels pour obtenir des services conseils ou effectuer des transactions, par exemple. C'est vraiment un avantage distinctif de notre modèle d'affaires. Puisque gestion féerique et services d'investissement féerique sont des OBNL, tous les bénéfices sont réinvestis auprès de la clientèle. Nous n'avons pas la nécessité de verser des dividendes des actionnaires. Cet avantage nous permet, entre autres, d'offrir nos fonds et services à un coût concurrentiel. Super, merci. Puis juste pour le rappeler, les gens qui ont accès aux services d'investissement sphérique, c'est pas juste les étudiants en génie et les ingénieurs. C'est aussi, comme vous l'avez mentionné, aussi leur famille. Exactement, exactement. Donc, dès qu'on a terminé techniquement une année d'études en génie, on est admissible à nos services, mais une fois que cette personne-là devient client, sa famille devient admissible. Donc, ça pourrait être parents, frères et sœurs, futurs enfants, conjoints, conjointes, mais aussi éventuellement aussi leurs entreprises, comme que j'ai mentionné. Donc, quelqu'un qui se lance en affaires, qui a peut-être 10 employés, pourrait rendre ses 10 employés, peu importe leur rôle dans l'entreprise, admissible au service de Féric via un régime collectif qu'on pourrait mettre en place. Donc, oui, ça fait partie de notre offre de service. Donc, je pense que ça conclut notre podcast pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Brian, d'avoir été notre invité. Merci à vous Ouais, deux. merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup et au revoir. À la prochaine.